Bien, allez. On va se faire un petit point sur les services ce matin. Ce sera très rapide, hein. Ce n'est pas des choses compliquées. Le service en lui-même, ce n'est pas des choses qui sont difficiles. D'accord. Pourquoi je fais un point sur les services? Parce que dans votre application, et vous le verrez quand on va parler un peu de Matrix, il ne faut pas que votre contrôleur soit surchargé. D'accord. Et c'est vrai que hier, vous m'avez dit que voilà, pour l'instant, vous avez essentiellement travaillé dans le contrôleur. D'accord. C'est pas mauvais, ouais, pour l'instant. Mais le plus que possible, vous devez réfléchir à une architecture qui va vous permettre bien d'alléger le travail de votre constructeur. Le contrôleur. Le contrôleur, c'est juste un aiguilleur. D'accord. Il va récupérer peut-être des informations dans la base de données. À partir de là, il va appeler peut-être un service qui va faire une manipulation sur ces données. Ensuite, il va derrière ça transmettre des informations à l'utilisateur au niveau de la vue. D'accord? Donc, il faut alléger le plus que possible la partie du contrôleur. Et donc, du coup, on va éviter de faire trop de traitements, trop de logique à l'intérieur du contrôleur et laisser du coup tous ces traitements dans des classes à part. Tu portes mal son nom quand même, alors contrôleur. C'est plus un dispatcher qu'un contrôleur. C'est plus que dispatcher que de contrôler en tant que tel. Ben, quand je contrôle, je vérifie que voilà, ça c'est bien fait. Donc si ça c'est pas fait, eh bien qui est-ce qui s'en occupe? Ah ben c'est toi. Alors voilà, je te le donne à faire. Et ensuite toi, ben, tu me fais une remontée d'informations pour me dire c'est bon, j'ai bien fait mon travail. Du coup, ben ce travail, j'ai bon, ben je l'envoie ailleurs pour la suite du processus. C'est un peu comme un gestionnaire. C'est ça, c'est un peu comme un aiguilleur, un gestionnaire, un manager. On peut le voir comme ça. Et donc, du coup, effectivement, le plus possible, on va passer par d'autres classes PHP qui vont s'occuper de faire le traitement pour nous. D'accord? Alors, du coup, ces classes PHP, on appelle ça des services. Alors, souvent, on entend le mot service, on se dit, mais c'est un truc compliqué, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc., etc. Tout est service dans ça. Ou voilà, alors... un service, d'accord, quand je vous dis vous pouvez créer un service, c'est juste une classe PHP. C'est juste une classe PHP. Vous créez une nouvelle classe PHP et vous avez mis en place un service, d'accord? Toutes vos classes d'ailleurs dans Symfony sont des services. Votre contrôleur est une sorte de service. D'accord? On l'appelle contrôleur, mais ton entité, bon voilà. Alors après, bon, bien sûr on a des termes particuliers, mais c'est un service. Et le but d'un service, c'est quoi? Je vous l'ai dit, il me semble, dernièrement. C'est de vous rendre service. C'est pour ça qu'on l'appelle service. On parle simplement. Le but d'un service, c'est une classe PHP qui vous rend un service. Je prends un exemple simple. Vous avez besoin de récupérer des informations d'une API. Ce n'est pas au contrôleur de se connecter à l'API, de récupérer les informations, de les transformer pour ensuite aller... les manipuler et les transmettre à la vue. Vous me suivez? On va essayer de se faire un petit exemple API. Du coup, le plus simple, c'est d'avoir une classe à part, qu'on pourrait appeler API Service, par exemple, qui s'occuperait d'aller chercher les informations dont on aurait besoin dans ce service, et puis après, les donner au contrôleur. Le contrôleur, lui, va appeler cette classe PHP, récupérer les articles et les transmettre à la vue, par exemple. Ok? Et on peut continuer comme ça avec plein d'autres exemples. Ok? Alors, je vais vous donner un premier petit exemple de comment on pourrait utiliser des services dans notre projet. Alors, j'ai déjà fait une petite installation Symfony. Ici, que j'ai appelé du coup Service Project, un truc simple. Et vous allez voir dans la doc de Symfony, la plupart du temps, ils vont regrouper leurs services dans un dossier service. Alors, vous pouvez faire un dossier service et mettre vos différents services dedans. Bon, tout dépend de
Du service. Voilà, du service, du nombre de services, si c'est un service qui va se baser sur quelque chose de Symfony ou quoi, bon, enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire. On peut faire un dossier service et des sous-dossiers thématiques. Et tu peux faire après des sous-dossiers thématiques exactement à l'intérieur, par exemple un sous-dossier, je sais pas, article, ou sinon directement utiliser un dossier thématique, effectivement. Ok. Par exemple, je vais vous prendre un premier exemple avec des articles. Comme ça, on reste sur un truc simple. Donc, je vais me faire un dossier thématique, un dossier article. Et dans ce petit dossier article, je vais juste créer un nouveau fichier et je vais l'appeler article.yaml. Alors, YAML, je ne vous apprends pas ce que c'est, n'est-ce pas? Tout le monde voit ce que c'est que YAML. Dedans, je vais juste faire quelque chose de simple, je vais juste rédiger quelques articles, d'accord? Je vais juste faire un article 1. Mon article, je vais quoi? Juste lui donner un titre. Je vais donner un title, donc titre de mon article. Hein? On va lui mettre un article, on va juste lui mettre un titre, hein, on va pas se casser la tête. Enfin, si pour s'amuser, on va peut-être lui mettre un auteur. On va lui mettre un auteur. Mais pour l'auteur, on mettra juste genre un prénom. Ouais, un prénom et un nom. D'accord? Après, vous pouvez imaginer bien sûr qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations que ça. Ok? J'ai fait un premier article. Et on va s'en faire un deuxième. Donc, titre de mon article 2. Du coup, allez, hop. Cet article, c'est Florence. C'est Florence avec un E. Hein. Et ton nom, ça s'appelle comment? G-A-R-A-B-E-D-I-A-N. Allez, on se fait un troisième petit article. Hop. Hop. Et du coup, ben, cet article-là, c'est Esther, c'est ça? Non. Rappelle-moi ton prénom. Oui, c'est Esther. Ouais. Et du coup, donne-moi ton nom. Hop, comme ça. Ok, allez, on se fait du coup un dernier article. Ce sera le 4. D'accord, juste 4 petits articles, hein, simples. Et du coup, tiens, on va mettre Bruno. Bruno, c'est comment qu'on appelle ton nom? Coste, alors C-O-S-T-E. Ok, comme ça se prononce. Très bien. Donc vous voyez, j'ai mis en place ici 4 petits articles dans un fichier YAML. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Hugo, enfin, ça sert à quoi ton truc? Si je vous dis maintenant, j'aimerais pouvoir afficher dans mon template Twig, dans ma vue, la liste des articles de ce fichier. Vous avez une demi-heure. C'est pas une question. En principe, c'est des trucs qui sont censés être issus de la base de données. Pas forcément. Je peux avoir des données qui sont contenues dans un fichier YAML, dans un fichier statique. Ça peut être un YAML, ça peut être un fichier JSON, ça peut être n'importe quoi. Et je voudrais, ça, pour plusieurs raisons, mais là, en l'occurrence, les données qui sont dans ce fichier, j'aimerais pouvoir les parcourir et les lister sur mon site internet, pour une raison qui m'est propre. Alors, effectivement. Alors là, il va nous falloir du coup parcourir les informations de ce fichier pour ensuite les afficher. Est-ce qu'on va faire ça dans le contrôleur? C'est pas tellement au contrôleur de faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Alors. Voici ce qu'on va faire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, dans Symfony, vous avez un composant YAML, ok, qui vous permet de lire des fichiers YAML et de les convertir en tableau PHP. Vous le connaissiez ou pas? Non? Oui? Ok. Donc,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en entrée notre fichier YAML, il va le parser, c'est-à-dire le transformer en tableau et nous retourner les informations sous forme de array PHP. D'accord? Donc, on a juste un require à faire de Symfony YAML qui doit être déjà présent, mais je le fais que vous le sachiez. Donc, on a un composant require et à partir de là, ce composant nous a une petite API qui va nous donner quelques fonctions. Donc, une fonction parse ici qui va permettre de convertir une chaîne YAML en tableau PHP. Et vous avez une autre fonction qui est parsefile qui permet de faire la même chose mais avec un fichier. Alors du coup, la méthode d'ici qui va nous intéresser, c'est parsefile, bien évidemment. Alors, effectivement, je ne vais pas écrire ma logique dans le constructeur, dans le contrôleur. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Mais on va la faire effectivement dans un petit service. Alors du coup, je vais créer un petit service dans mon article. Et on pourrait l'appeler par exemple articles provider. Je l'appelle provider parce que ça me fournit des données d'un article. Ou, je peux même l'appeler articles YAML provider. Comme ça, on est très précis. Ok. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de créer mon service. C'est juste une classe PHP simple. D'accord? Et maintenant, c'est à moi de dire ce que je veux faire à l'intérieur. Donc, si vous regardez dans la doc, il vous explique, bon, c'est bien de faire un try catch. Comme ça, si jamais il y a une erreur au niveau de l'interprétation du fichier YAML, je peux retourner cette erreur et la loguer ou en tout cas faire un retour à mon utilisateur. Alors, du coup, ce que je vais faire, lorsque vous mettez en place vos services, vous avez une pleine liberté sur la manière dont vous voulez procéder. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut avoir par rapport à vos fonctionnalités une réflexion sur la structure que vous allez avoir besoin en termes de classe, en termes d'interface, en termes de classe abstraite, etc. Pour pouvoir mener à bien cette fonctionnalité. Moi, la fonctionnalité que j'essaye d'implémenter ici, c'est lire un fichier YAML et le retourner sous forme de tableau. Donc, c'est quelque chose de très simple. Okay? Du coup, je n'ai pas besoin d'aller mettre, en tout cas pour l'instant, plein d'interfaces ou des choses comme ça pour le début de la mise en place de cette fonctionnalité. Du coup, je décide de créer une fonction que on peut appeler par exemple getArticles. Ok? Et cette fonction getArticles, elle va faire quoi? Elle va me retourner les articles du fichier articles.yaml. Mais là, on est d'accord que je pars du principe que je travaille avec un seul provider. Mais si je travaille avec plusieurs providers, c'est-à-dire que j'ai un provider qui peut être une API, qui va me donner aussi des données, ou je peux aussi avoir, je ne sais pas, un provider qui peut être Doctrine, qui peut venir aussi d'une base de données. Je peux avoir un provider qui peut être un flux RSS. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça implémenterait le fichier YAML? Non. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que du coup, il faudrait que je réfléchisse autrement à la mise en place de ma fonctionnalité. Parce que du coup, je n'aurai plus qu'un seul provider, mais j'en aurai plusieurs. Du coup, est-ce qu'il n'y aura pas un design pattern qui pourrait m'aider dans ma mise en place, etc. Je ne vais pas le faire. Mais c'est juste pour vous dire que, en fonction de la fonctionnalité que vous avez à mettre en place, il faut que vous puissiez réfléchir à qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour ça. Par exemple, dans le cas que je viens de vous exposer, on pourrait mettre en place une interface qui servirait de contrat entre tous les providers. Et ça permettrait ainsi à tous mes providers d'avoir la même méthode, qui peut être un getArticles, mais en fonction du provider, le getArticles ne ferait pas le même traitement. Il y en aurait un qui lirait le flux RSS, l'autre qui récupérait dans l'API, l'autre qui récupérait dans Doctrine, et celui-là qui récupérait dans le fichier YAML. Mais j'ai déjà une structure qui est plus claire en implémentant l'interface. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut que vous réfléchissiez bien au moment où vous allez attaquer un service, à ne pas vous lancer de but en blanc comme ça, mais à réfléchir à tout ce que vous avez comme information pour cette fonctionnalité. Et donc du coup, derrière, quelle modélisation de classe, c'est-à-dire votre UML,
il vous faut adopter. Pour l'instant, je reste simple. OK? Get articles. Je mets mon try catch. OK? Donc, du coup, ici, je vais juste importer le composant YAML. Et on a dit que ce ne sera pas un parse, mais un parse file. Mon parse file, du coup, je vais lui donner le chemin complet vers mon fichier articles.yaml. OK. Donc, ici, je vais lui demander de parser mon fichier article.yaml. Et en réalité, je peux même faire simple. Je vais carrément retourner mon fichier article.yaml sous forme de tableau. D'accord? Pas besoin de faire tout ça. D'accord? Et donc, du coup, ça va me retourner en réalité un itérable. C'est pas un tableau, un arrêt. Un itérable, c'est ce qui est au-dessus du tableau. C'est plus générique, exactement, comme dit Florence. Ok, hop, faut pas oublier le parse exception qu'il faut importer de YAML exception. Bien, ça y est, j'ai mis en place mon premier service, c'est fini. Là, cette fonction getArticles, elle est capable de lire mon fichier YAML et de retourner les informations sous forme de tableau PHP. Si jamais il y a un problème, j'ai le catch qui fera le boulot et qui m'affichera en haut du site un truc. Alors bien sûr, dans la réalité, on n'aurait pas laissé un printf. Hein. Ok? Bien. Maintenant, comment est-ce que je fais pour récupérer? Je discutais un peu avec non, c'est pas Jérôme, c'est Julian. Je discutais avec lui hier et c'est vrai qu'il avait encore un peu du mal à se dire tiens, il faut faire un new quelque chose ou quoi que ce soit. En fait, tu le fais, ça fonctionnerait. Hein. Regardez, dans mon default controller, je pourrais très bien ici, hop, bien sûr, je pourrais très bien faire un $article YAML provider est égal à new article YAML provider. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, notre service, il n'utilise pas encore Doctrine ou des choses comme ça. Donc, je peux faire le new sans embêter personne. Tu vois? Et derrière, je peux faire un dump de mon article YAML provider, petite flèche, et hop, get articles. À votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Ah ben, allons regarder ça tout de suite. Tu disais que ça va rajouter un tableau? Un itérable, ouais, ça retourne un tableau. C'est ce qu'elle fait la fonction parseFile. Regardez, si je regarde, j'ai bien mon tableau avec mes articles qui ont bien été parsés, donc ça fonctionne correctement cette fonction. Sauf que, voilà, c'est pas à vous d'utiliser ou d'instancier directement les services. Vous avez une option dans Symfony que vous pouvez voir dans le service.yaml. Vous en avez même deux. Vous avez l'auto-wire et l'auto-configure. L'auto-configure, en fait, c'est une option de Symfony qui va vous faciliter la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que vous créez une classe, Symfony va l'analyser et regarder en fonction, si vous avez fait des extends ou quoi que ce soit de quelque chose, il va lui-même détecter quel type de service il s'agit. Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est un event subscriber? Est-ce que c'est une extension Twig? Etc. etc. Et donc, automatiquement, il va la taguer et il va la rendre disponible à l'intérieur de Symfony pour que vous puissiez l'utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez rien à déclarer. Lui, il va analyser vos classes, vos services, et il va automatiquement les taguer pour que vous puissiez les utiliser tout de suite. En gros, lorsque vous avez créé la commande avec Julien, vous avez juste fait un extends de commande, et automatiquement, dans votre commande, vous pouviez l'utiliser, elle apparaissait. Vous n'avez eu aucune déclaration à faire. C'est grâce au auto-configure. Ok? Ce n'est pas le cas dans tous les frameworks. Dans Laravel, par exemple, quand vous créez une commande, vous avez dans un fichier de configuration un tableau dans lequel il faut déclarer cette commande à la main. Symfony vous évite cela. Dès que vous créez une classe, un service, il est automatiquement disponible.
Et du fait qu'il soit disponible, grâce à cette deuxième option AutoWire, vous avez la possibilité, grâce au container de Symfony, de l'injecter là où vous en avez besoin. Je vous montre. Ça veut dire que ici, si je regarde dans ma console, vous avez une option qui s'appelle debug auto-wiring. Et ce debug auto-wiring va vous permettre en fait de lister toutes les classes que le container de Symfony en gros est capable d'injecter. Et du coup, on l'a appelé comment? On l'a appelé pro YAML pro article. Moi, je vais juste mettre article. Et je vais demander de tout me lister. Alors, on définit le service qu'on veut tester en debug. Exactement. Et regardez, ici, il a bien identifié mon app articles YAML provider. Ça veut dire que là, mon container est capable d'instancier cette classe et de l'injecter pour moi, sans que j'ai eu quoi que ce soit à faire. Il l'a déjà trouvé, il l'a déjà reconnu. Vous pouvez lister toute la liste, hein. Juste si vous faites juste un -all ici, vous avez toutes les différents services de Symfony que le container a en mémoire. Et du coup, le node va être ici. Ok, bon, ça permet de voir un petit peu... Oui, mais nous, on n'a pas mis en place d'interface pour l'instant. Est-ce que c'est une bonne pratique d'en faire une ou pas? Ouais, bien sûr, mais tout dépend de ta structure, tout dépend de ce que tu as à mettre en place. Tu vois, si effectivement... Je vais te montrer. Je vais te montrer. Alors, donc juste pour terminer, donc vous avez vu ces deux options. Ça veut dire que du coup maintenant, dans mon default controller, plutôt que de moi devoir instancier ici le article YAML provider, je vais demander au container de Symfony, grâce au type int, de me passer une instance de article YAML provider. Exactement, ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Et du coup, eh bien, ça me simplifie la vie. Si j'actualise sur mon site internet, ça ne change rien. C'est toujours pareil. Par contre, en termes de pratique, et oui, pourquoi? Parce que du coup, je viens de réduire la dépendance entre mes classes. Comme je vous expliquais, je crois que c'est à vous que j'expliquais ça un petit peu. Le plus que possible, quand vous développez une application, vous devez faire attention aux dépendances entre les classes. Pourquoi? Parce que peut-être à certains moments, dans des gros projets, vous allez avoir des grosses classes dans lesquelles vont dépendre d'autres sous-classes. Et le problème, c'est que si cette grosse classe, à un moment donné, elle plante pour une raison X ou Y, ah bah du coup, ouais, exactement, c'est l'effet papillon, l'effet boule de gomme. Il y a tout qui plante, boule de neige, ouais, il y a tout qui plante en série. Oui. Dans le cas là, on a un service en fait, qui n'attend pas d'argument, il n'a pas besoin d'argument. Là, si ça avait été le cas, s'il a eu besoin pour faire fonctionner, là, le service d'avoir un argument en plus, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre, là, on aurait fait comment en fait? Je vais y venir. Oui. Je vais vous montrer dans un exemple après. Oui. Donc tu dis qu'en gros, d'injecter des choses dans le contrôleur, ça réduit la dépendance. Donc ça veut dire que nous, quand on dit, par exemple, on injectait le repository, c'est des bonnes pratiques au final? Oui, quand vous injectiez le repository dans votre... c'était une bonne pratique. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est mieux de faire ça que de faire en plein milieu de la classe, de faire get doctrine, get manager. Non, les deux pratiques sont bien. Tu peux faire un get doctrine, get manager, comme tu peux passer en injection l'interface, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ce n'est pas toi qui fais le new. Quand tu fais le this get doctrine, get manager, tu passes aussi par le container en réalité. C'est le container qui te fournit le manager et qui te fournit l'instance. Ce n'est pas toi qui crée l'instance de doctrine ni de quoi que ce soit. D'accord? Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, le but du container, donc du conteneur de dépendance, c'est justement d'être en mesure de vous fournir à tout moment dans vos services ou dans vos contrôleurs
une instance que vous avez besoin. Donc, le container de Symfony, en l'occurrence, il est capable de créer une instance et de vous la retourner. Que ce soit les services de Symfony ou que ce soit les services que vous allez créer. D'accord? Donc, du coup, vous n'avez pas de new à faire. J'ai une question. Oui. Et nous, on a tous les users, un singular, dans Edit, on a user, la new user. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Parce que quand tu fais un... Mais c'est une très bonne question que Julian fait remarquer. Il dit, ouais, mais dans notre contrôleur, quand vous faites l'inscription d'un utilisateur, par exemple, vous faites un $new user. Mais là, c'est pas la même chose. Parce que le user, c'est une entité. Et donc, du coup, là, ça fait partie de ton modèle. Et du coup, tu as besoin de créer une instance de ton modèle pour pouvoir manipuler ton objet. Ce qui n'est pas la même chose avec ton service. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as une différence entre les données que toi, tu vas manipuler, tu vois, et du coup, les services qui vont te servir après à faire un travail spécifique dans Symfony. C'est une façon de penser. Pour moi, ce sont deux objets. Pour moi, ce serait possible d'avoir dans un argument user, en interne user. Non, là c'est toi qui crée ton. Je sens pas la subtilité. Bah, là c'est toi qui crée ton objet parce que sur cet objet, après tu vas faire un travail que tu vas ensuite enregistrer en base. Donc c'est pas la même chose que le service. Là, ça fait plus partie de ton modèle de données. Ouais, j'ai compris qu'il est relié à une entité. Ok. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Ah oui. Tout ça, c'est possible grâce au design pattern container qui implémente Symfony. C'est ça, exactement. Il y a bien le container qui est dans Symfony qui permet de faire tout ça. Mais c'est transparent pour vous. Vous ne voyez pas forcément le travail que lui il fournit en coulisses. Donc du coup, je peux très bien ici faire un $articles, par exemple, ou je peux même faire un YAML articles. Et du coup, je vais faire, je vais le passer en paramètre. Et je vais dire, par exemple, donc, YAML articles, $YAML articles. Et du coup, dans ma vue index html.twig, tiens, on va reprendre ça dans le LI. On va se faire une petite boucle for. Donc, for article in YAML articles. Hop. Et on va afficher du coup mon article. C'était title j'avais mis, non? Title. Et du coup, ouais, pour afficher mon auteur, ce sera un truc du style article.auteur.prénom, par exemple. Hop. Et j'avais mis titre? Non, j'avais mis title. Ouais, mais c'est de ma faute. Hein. Un coup, je mets en français, un coup, je mets en anglais. Hein. Moi, j'arrive jamais à me décider. Hein. Allez, on va mettre titre. Ok. Ouais. Je t'écoute. D'après ce que je comprends par rapport à ta façon d'écrire l'appel de la fonction, ça veut dire qu'en fait, la classe, il y a l'article qui les a ouverts quelque part. Et ça évite de dire à nouveau de faire un mix. En fait. Exactement. Le container de Symfony, à partir du moment où il a instancié la classe YAML article, cette instance, où est-ce que tu en as besoin, il te la fournit. Par contre, au profil de l'instance, au moment où tu appelles la fonction, tu ne sais pas. Pardon? Si tu peux revenir dans ton console de l'appel de la là, dans le... Ici? Ouais. Tu ne sais pas si elle n'a pas déjà été utilisée ou autre chose. C'est juste que tu la récupères dans l'état. Ouais, c'est ça. Tu la récupères. Et c'est le container qui gère. Après, bien sûr, il y a des moyens. Hein, si tu as besoin que ce soit absolument une nouvelle instance, ce genre de choses. Regardez, donc, j'ai bien ici les articles de mon fichier YAML. D'accord? Donc,
c'est le même principe pour tous les services que vous aurez à mettre en place. Vous avez besoin de mettre en place un service qui génère un numéro de carte. Vous faites une nouvelle classe. Vous mettez en place une fonction. Vous l'injectez dans le contrôleur. Et c'est terminé. OK? Ah, c'est pas dynamique. C'est-à-dire? Même dans le service, il aurait pu taper directement dans la base. Enfin, un fichier plat pour l'exemple. Oui, j'ai pris un fichier plat pour l'exemple. Je ne vais pas me mettre maintenant à créer une base de données. En réalité, On peut rendre ça dynamique. Alors, vous avez un site qui s'appelle API News. J'aimerais peut-être voir si on peut le faire rapidement. C'est apinews.org. Ouais, voilà. Tiens, je ne sais pas si je suis obligé d'avoir une clé API ou si on peut rapidement l'implémenter. Ok. On va essayer de faire un dernier exemple, un petit peu plus complexe, toujours avec les articles, mais cette fois-ci en provenance d'une petite API. Alors, allons voir ça. Je vais déjà essayer de récupérer la clé. Voilà. Alors, c'est bon. Donc là, j'ai pu me connecter sur News API et j'ai ici, du coup, regardez mon truc. Et là, donc, j'ai l'API avec, vous voyez, j'ai un tableau d'articles. Il y a à peu près une vingtaine d'articles. Et pour chaque article, eh bien, j'ai un certain nombre d'informations. OK? Alors, ah oui, c'est vrai que c'est un peu petit pour vous. Hop. Regardez, vous voyez, donc j'ai un certain nombre d'informations qui sont fournies pour chaque... D'accord? C'est du JSON. Alors, je vous fais un cadeau. On a le HTTP client de Symfony. Ici, vu que je suis en train de mettre en place, du coup, un système un petit peu plus complexe au niveau de mes providers, puisque maintenant je vais avoir un Articles API Provider, d'accord? Effectivement, je peux très bien imaginer avoir ici une Article Provider interface. Pourquoi pas? Cette interface pourrait définir une fonction qu'on pourrait appeler getArticles, hein, tout simplement, qui retournerait un itérable des articles à retourner, tu vois, donc les articles à retourner. De cette manière-là, eh bien, tous les providers que je vais créer pourront implémenter mon article provider interface comme le fait déjà cette première fonction. Alors, je ne veux pas entrer dans des choses trop complexes, d'accord? Comme par exemple le formatage des données qui serait différent d'une API ou d'un fichier à un autre, puisqu'un format XML, un format RSS, etc., un format JSON n'est pas forcément le même. Donc forcément, vous voyez qu'il faut avoir une réflexion en amont pour savoir comment je vais faire pour que toutes mes données, au final, sur mon site, soient formatées de la même manière, quelle que soit la disparité qu'il pourrait y avoir entre mes différentes sources d'informations. Là, il faudrait regarder est-ce qu'il n'y a pas un design pattern qui me permettrait de régler cette problématique. Là, on ne va pas s'attacher à cette problématique parce que ce n'est pas l'objectif, mais vous voyez qu'il y a quand même une réflexion qui pourrait être menée sur comment je fais parce que du coup, mes données ne sont pas formatées pareil dans mon API, dans mon doctrine, dans mon fichier YAML, dans mon fichier XML, etc. Ok, mais ça ne nous intéresse pas. J'ai mis en place mon article YAML Provider et du coup, maintenant, je vais mettre en place une nouvelle classe que je vais appeler Article API Provider, en supposant que j'ai qu'une seule API. Hein. Si on avait plusieurs, on aurait pu se faire pourquoi pas un dossier API avec tous les providers par API. Ok, on reste simple. API Provider. Du coup, cette classe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va implémenter mon Article Provider Interface. D'accord? Et dans un schéma plus complexe, on aurait pu imaginer qu'il y a une classe abstraite qui vient se caler entre mon interface et mes classes pour des besoins qu'il faudrait imaginer. Du coup, j'ajoute la méthode et la méthode implémentée, c'est getArticle. Mais cette fois-ci, je dois récupérer les informations qui vont venir de l'API. Je suis en live avec vous. Hein. Donc, si jamais il y a des erreurs... Alors, du coup, pourquoi pas utiliser le HTTP client de Symfony? Le HTTP client, vous voyez, c'est simple. C'est composant require Symfony HTTP client.
je vais dans ma console, je fais mon require. Il y a déjà Oliver. Si tu as fait un, oh sûrement. Oui. Ah ok. Ouais. Ouais, il y est déjà. Ok. Donc à partir du moment où vous avez vérifié qu'il y est, d'accord, et s'il y est, tant mieux. À partir de ce moment-là, vous avez vu, on a quelque chose de très simple. Bien, ça veut dire que déjà ici, dans mon service, je vais avoir besoin du HTTP client. Comment est-ce que je fais pour récupérer le HTTP client dans mon service? En injection. En l'injectant où? Dans GetArticle. L'appel de la fonction GetArticle. Non, parce que si je le mets dans GetArticle, si je mets mon HTTP client ici, au moment où je vais appeler la fonction GetArticle, ce sera à moi de le passer à la fonction, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Dans le constructeur, exactement. Je vais mettre en place ici, du coup, mon constructeur. Et dans mon constructeur, je vais lui dire que j'ai besoin que tu me passes le HTTP client. Alors, eux, c'est vrai qu'ils le font un petit peu, ils le font un peu différemment. Je réfléchis. Soit on utilise la méthode statique qui est fournie, mais ce qui me dérange, c'est que du coup, si j'ai plusieurs fonctions après ou j'ai d'autres requêtes à faire, je serais obligé de recréer à chaque fois le truc. Je vais faire du coup on va faire le native HTTP client en HTTP client. Et du coup, on va faire ici un private $HTTP client. Ok. Et du coup, on va faire un this HTTP client égale HTTP client. Ce principe que je suis en train de faire avec vous pour le HTTP client, c'est exactement la même chose que vous allez mettre en place si vous utilisez par exemple Doctrine. Vous auriez eu besoin d'implémenter Doctrine, vous auriez passé par exemple l'object manager, $object manager, vous auriez créé un $object manager et vous l'auriez passé. Vous auriez besoin d'utiliser des sessions de Symfony, vous auriez passé la session en interface, etc. D'accord? Vous auriez eu besoin de travailler avec un autre composant, vous faites pareil. Vous aimeriez récupérer par exemple les articles de notre YAML provider, ben, vous pouvez lui demander de récupérer votre YAML provider, etc. etc. Ok? Donc, vous passez le plus que possible par votre... Pourquoi c'est pas HTTP en tout court, c'est native? Oui, parce que je choisis de vous montrer la méthode dans le constructeur et pas par la méthode statique, c'est pour ça. D'accord? Mais c'est la même chose. Du coup, ici, hop, ma méthode article, la première chose que je vais faire, ça va être effectuer du coup ma requête. Donc ma requête HTTP en get. Et du coup, ce sera un this HTTP client request. Alors, au niveau de l'URL, du coup, je vais mettre l'URL de mon API. Alors, là encore, vous voyez, même cette API là, vous avez vu cette clé API? La clé API, dans l'idéal, Il faut la stocker ailleurs. oui, Peut-être dans un YAML ou... dans l'idéal, ce serait bien de pouvoir la stocker dans la configuration YAML de Symfony. La mettre en clé de configuration. Si on a le temps, je vous montre tout à l'heure. On va laisser comme ça pour l'instant. Et puis, on va mettre un to-do. Déplacer la clé API dans une config YAML. Non, on n'est pas encore jusque là. On n'est pas encore jusque là. Du coup, regardez, bon, on a le status code, on a la réponse, on a le content, etc. Nous, on va pas s'embêter. Je vais aller juste au plus simple pour l'instant. On fait pas de vérification, on regarde pas si oui ou non on a bien eu les données, etc. Je vais au plus simple et je vais faire un
hop, on fait un return de response to array. D'accord? J'ai pas fait d'exception, de vérification, de try-catch, etc. On le laisse tel quel. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, il est pas content, c'est pas grave. Ok. Alors, du coup, maintenant, on retourne dans notre default controller. Et maintenant, en plus du YAML provider, on va lui demander de nous passer quoi? On va lui demander de nous passer le articles article API provider. Ah, il y en a un que j'ai mis au singulier, un que j'ai mis au pluriel. Voilà. Ok, super, j'ai même pas fait gaffe. Ok, c'est pas grave. Ouais. Du coup, ici, je vais faire pareil. Je vais faire un article API alors, je vais faire un API articles est égal à articles API provider get articles. De la même manière, je vais lui passer ici mon API article. Et du coup, d'accord, c'est bon pour l'instant. Et du coup, dans mon index ici, pareil, hop, je vais mettre dans un juste au-dessous. Voilà. Ici, ce sera les articles de l'API. Donc, pour article dans API articles. Alors, juste, on regarde au niveau de l'API. Alors, du coup, je pense qu'il faudra refaire un articles. Ouais, je pense qu'il faudra refaire un articles puisqu'on a articles. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je l'ai déjà touré. On va le faire dans le contrôleur. On va faire un API articles. Articles, comme ça. On a tout de suite la clé article. Hop. Et du coup, c'est title. Title et author. Ouais, c'est title et author. Donc du coup, ici, ce sera article.title. Et ici, ce sera article.author. On imagine que, normalement, on aurait dû avoir quelque chose qui fait que on a... Vous avez compris. Un moment de vérité. Hein. On va regarder ce que ça donne. Et non. Alors. Ah, il est pas content avec mon HTTP client. Allez, on va regarder ça. Non, pas du tout. Regardez, il nous dit, hop, de passer par la HTTP client interface. Alors, on va essayer ça. C'est parti. Donc du coup ici, c'était pas le HTTP native, hein, j'ai suivi la proposition de Symfony, mais c'est bien parce que du coup ça vous permet de voir que, tu vois, des erreurs c'est normal, tu vas en avoir, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, t'es pas sûr, mais regardez, moi j'ai lu l'erreur et du coup j'ai remplacé HTTP client interface parce que c'est vrai que n'oubliez pas, c'est toujours bien d'injecter toujours le niveau le plus haut, d'accord, donc ce qui est le plus générique. J'ai mis ma HTTP client interface et voilà, j'ai bien mes articles qui s'affichent depuis l'API. Vous avez vu? Ça fonctionne parfaitement. Mais notez que ici, le HTTP client, c'est pas vous qui faites le new, etc. C'est Symfony qui l'injecte pour vous dans le constructeur au moment où vous allez avoir besoin d'appeler cette méthode getArticle. Il le fait automatiquement pour vous. Il l'instancie. Alors, bien sûr, vous auriez pu faire HTTP client create, ok? Tel que c'est écrit dans la doc. Mais je voulais vous montrer comment, en passant par le constructeur, vous pouvez aussi utiliser le même procédé. D'accord? Tu veux le poster après dans l'exemple? Oui, je vais vous donner le code. Oui. C'est ce que Thibaut, le premier fondateur, nous parlait de pool en fait. Quand tu injectes des services comme ça, en fait, il utilise le container, il crée une pool, et dedans, en fait, s'il est déjà instancié, tu le réutilises. C'est ça. Sinon, il instancie pour toi et le met dedans. C'est le principe du container, c'est ça. À partir du moment où tu as l'instance, il te fournira toujours cette instance que tu as. Ça, c'est lui qui l'a fait. Vas-y, je t'écoute. Petite parenthèse, Oui. Sur dans le retour itérable, parce que si on avait mis arrêt tout ça, ça aurait fait. Ouais, bien sûr. Mais un itérable, c'est un array. En fait, l'itérable, c'est parce que tu... L'itérable, je vais vous montrer. C'est parce que vous...
Mais l'itérable, c'est le niveau le plus haut en fait. Ça a des interfaces itérables, c'est l'itérator. Et en fait, l'itérable, c'est un tableau. En fait, il accepte n'importe quel tableau ou objet implémentant l'interface transversable. Et ces deux types d'itérables peuvent utiliser for each, etc. Vaut mieux mettre itérable. Parce que en fait, c'est pas tout le temps obligé d'avoir un tableau pur. Ça peut être, par exemple, les collections de Laravel, ça implémente traversable, donc c'est quelque chose que tu peux parcourir, mais c'est un peu comme un objet. Donc du coup, hein? Non, c'est ouais, Laravel en ce moment, on me bombarde avec, et donc du coup, voilà. Donc voilà. C'est ça un itérable, ok? C'est pour faire comme Java. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors, je vais juste vous montrer quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. C'est le dernier point. Pour vous montrer des choses un petit peu plus avancées. Si je trouve ma souris. Voilà. Donc, notez que ici, normalement, bien sûr, il aurait fallu faire, comme je vous expliquais, des vérifications, vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur, etc. Là, on a fait au plus simple. On lui a passé directement le tableau sans se soucier de quoi que ce soit. Bon, je vous expliquais aussi que ici, la clé d'API, ce serait bien de pouvoir la mettre ailleurs. Alors, je vais la récupérer et je vais aller la placer. Alors, dans config, dans service.yaml, vous avez ici des parameters. Tu vois? Et dans ce parameters, ben, je peux très bien imaginer mettre une news, ouais, ou news API key par exemple. Ou ouais, news API key, ouais, ou quelque chose. Ou news API key, ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Et du coup, ben, je lui mets que ma valeur, c'est ça. La question maintenant, oui, c'est comment récupérer ce paramètre news API key ici. Non. Ah, get parameters. Sauf que le get parameters, il faut injecter le... Alors effectivement, je peux faire mon API key est égal à this get parameters et ici je lui passe mon, comment je l'ai appelé déjà, news API key. Il y a un underscore entre news et... Oh non, je l'ai retiré, ouais. J'ai retiré. Si je fais un dump de $API key, hop. Ok, effectivement. Oh merde. Ah bah oui, parce que j'ai viré l'API du coup. 30 secondes. On va mettre ça en commentaire. Et on va mettre. On va tricher. Tout ça pour vous montrer un truc. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est embêtant. Voilà, bon, bref. Donc on a le dump. Et donc vous voyez qu'on a bien les données. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que en fait, cette fonction getParameters, elle vient d'où? Get a container parameter by its name. Donc déjà, on récupère le paramètre via le container de Symfony. Et elle est dans la fonction abstract controller. Ce qui veut dire que du coup, en dehors du contrôleur, bah, je n'ai pas accès à cette fonction. Dans mon service, je ne peux pas faire un this get parameter. C'est pas possible. Par contre, j'ai appris quand même une information. C'est que c'est dans le container de Symfony. Ok? Donc du coup, ça, je ne peux pas l'utiliser. En fait, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'assez simple. Non, pas du tout. Dans mon service, vous avez la possibilité, regardez, d'ajouter vous-même vos définitions de service quand vous avez besoin d'une configuration particulière. Donc, ici, je vais lui dire que j'ai besoin... Alors, on est sur quoi? On est sur app, article API provider. Donc, je lui dis dans app, article API provider.
je vais avoir besoin que tu me passes un certain nombre d'arguments. Et l'argument que j'ai besoin qu'il me passe, c'est l'argument... comment je l'ai appelé? Je l'ai déjà mis? Non, je ne l'ai pas encore mis. Alors, on va le mettre. Dans mon constructeur, je vais lui dire que j'ai besoin que tu me passes un news API. On va la mettre en key. Voilà. Et le news API key, c'est en fait un string. Le news API key qui est ici, ce sera du coup un this news API key égale news API key. Je vais revenir. Dans mon service, je déclare une nouvelle propriété news API key, d'accord, que je passe dans mon constructeur. Maintenant, ce que je vais dire, c'est dans mon service YAML, je vais dire à Symfony, écoute, sur le paramètre news API key, je veux que tu me passes ici, donc vous voyez, news API key, il l'a bien détecté, tu me passes la valeur news API key. Et voilà, c'est fini. Donc, le news API key dans parameters, je l'ai mis ici. Donc, j'ai mis sa valeur. OK. Ici, j'ai mon news API key. Donc, vous pouvez définir tous les paramètres que vous voulez. Et si vous en avez besoin dans votre service, ici, j'ai donné simplement ma classe et je lui ai dit en argument, le news API key, tu me passes la valeur du paramètre news API key. Il reconnaît dans un fichier YAML les variables comme ça? Absolument. Il parlait de ce dollar-là. Du coup, dans mon articles, ici, lorsque Symfony va voir le $news API key, il va lui passer le paramètre que j'ai mis dans le parameters. On peut faire des choses encore plus poussées, mais du coup, là, c'est bien. Et donc, du coup, là, je n'ai plus qu'à faire une concaténation avec this news API key. Bon, je vous avoue que j'espère que ça a fonctionné quand même. Allez, on actualise notre site. Et normalement, tout fonctionne parfaitement. J'avais déjà retiré. Et voilà. OK. Oui. Le paramètre, je l'ai mis dans le service YAML. Mais après, tu peux bien sûr jouer dans tes fichiers, etc. Moi, je suis en train de travailler sur la partie climatique et distanciée des menus. On va créer un menu.yaml, par exemple, propre à mon application, et récupérer les paramètres au niveau du service. Tu pourrais, tu utilises le YAML, le composant YAML comme je vous ai montré par exemple. Ça peut être une idée d'implémentation. Alors. Toujours cette question, est-ce que tu peux, pour l'instant, les YAML, tu les mets principalement dans le profil. Est-ce que tu peux les placer ailleurs? Bah oui, moi, mon YAML, je l'ai placé ici, hein, mon article.yaml. Et ça change pas? Non. Tu avais une question Juste de remontrer comment tu as utilisé dans ton contrôleur le système de... Oui. Le YAML? Tu parlais de quoi? Non, c'est pas dans le contrôleur, excuse-moi, c'est dans le provider. Dans quel provider? De l'API. Oui, dans le constructeur de l'API. J'ai juste rajouté ici mon news API key. Je l'ai passé, je l'ai affecté à mon objet. Et derrière, je l'ai concaténé ici. Dans le Oui, mais ça reste que tu as quand même la clé en Non, pas du tout. Là, j'ai juste et API key. En fait, si tu vois pas bien ton jeu. Et API key égale this news API key. Ça veut dire que demain, j'ai un autre collègue qui a sa clé d'API ou l'API. Je mets juste à jour le config sans devoir aller dans la classe faire une modification. D'accord? Et ça, pour vos services, vous pouvez utiliser les paramètres pour plein de choses différentes. D'accord? Et du coup, j'ai fait mon to-do. Alors après, on pourrait imaginer quelque chose d'encore plus puissant que ça. Parce que, vu que j'ai utilisé une interface et que tous mes providers utilisent la même fonction, je pourrais très bien, du coup,
encore faire plus fort, ouais, tout centraliser, c'est-à-dire ne rien passer en paramètres, demander à Symfony de m'injecter directement toutes les instances de l'interface API articles provider interface et de les parcourir et d'exécuter à la chaîne la méthode article. Bon, alors bref, après là on est encore dans autre chose, mais c'est pour vous montrer comment vraiment avec Symfony vous pouvez faire des... C'est dommage que le mec de Laravel il est pas là quoi. Parce que ça avec Laravel... D'accord? En plus enregistré, donc à tous les coups. Alors, je refais un rapide petit récapitulatif de tout ce qu'on a mis en place. Ok? J'ai mis en place d'abord un petit fichier YAML avec quelques articles. Ok? Le but, c'est de vous montrer que vous pouvez définir quelques configurations ou définir ce que vous voulez, certaines données qui ne seront pas amenées à bouger, vous n'avez pas forcément besoin de stocker en base de données, dans un fichier YAML. J'ai mis en place un service, c'est-à-dire une classe PHP qui, du coup, va me retourner, grâce à la méthode parseFile, les données de mon fichier YAML sous forme de tableau PHP. Du coup, cette méthode getArticle de ma classe ArticlesProvider, je l'ai injectée dans mon default controller ici et j'ai appelé ma méthode getArticle que j'ai affectée à une variable YAMLArticle que j'ai passée à ma vue pour ensuite parcourir via une boucle mes données. Ici. Ensuite, j'ai refait la même chose avec, cette fois-ci, un article API Provider, toujours cette même méthode article, sauf que cette fois-ci, mon service avait besoin d'une dépendance. Il avait besoin du client HTTP. Du coup, quand vous avez besoin d'une dépendance dans un service, votre réflexe, c'est de le demander au container de Symfony via le constructeur. Je lui demandais l'HTTP client, interface HTTP client. Je lui demandais au passage de me donner la clé API qui se situe dans les paramètres de configuration service. Et ensuite, lorsque j'appelle ma méthode getArticles, du coup, j'ai tout de suite accès. Ma requête se fait et j'ai accès aux informations. Et je l'ai injecté de la même manière ici dans mon default controller, dans Articles API Provider. J'ai récupéré mes articles, je les ai passés à ma vue et je les ai ensuite, bien entendu, affichés ici. On aurait même pu afficher l'image, franchement, enfin voilà. On aurait pu faire plein de choses. Voilà à peu près pour les services. Enfin, vraiment, il y aurait plein de choses à dire. Je ne vais pas aller au-delà d'une heure. On a fait à peu près une heure. On est à 57 minutes. Donc, déjà en une heure, vous avez vu à peu près comment vous pouvez implémenter les services. Après, pour les choses plus spécifiques, je pourrais toujours voir un peu avec vous. Voilà, mais en tout cas, en plus je vous ai montré, ouais, ça c'est un petit cadeau, je vous ai montré comment utiliser le HTTP client, mais pas totalement, parce que du coup, on n'a pas fait de vérification, ni rien du tout. J'ai directement envoyé les données. Mais du coup, pour votre projet, tout à fait, donc pour votre projet, vous aurez à implémenter le client HTTP sur une partie du truc, et donc du coup, vous aurez aussi un petit service à faire sur la base de celui-là. Mais n'oubliez pas, ok, là je l'ai fait en direct avec vous pour vous montrer, mais lorsque vous allez attaquer une fonctionnalité, ne partez pas de but en blanc. Tiens, je fais un nouveau service, je commence à rédiger des fonctions au pif comme ça. Réfléchissez d'abord, même si c'est un mini UML, etc. Ce que je vous dis depuis le début, par fonctionnalité. Ok, je vais mettre ce code à votre disposition. Et puis également la vidéo pour revenir dessus. Je ne sais pas s'il reste éventuellement des questions résiduelles. Non. Pour faire pour implémenter les services, c'était en UML. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut, en fonction de votre fonctionnalité, votre projet, réfléchir à quelle architecture. Est-ce qu'il faudra une interface? Est-ce qu'il n'y a pas un design pattern qui répond à cette problématique? Du coup, il faut que je modélise le design pattern par rapport à ma fonctionnalité que j'essaye d'implémenter dans mon projet. Voilà. En tout cas, le fait que vous commenciez à implémenter les services, vous avez vu que techniquement, on est monté un peu. Techniquement, on est déjà monté un peu d'un cran. Et c'est intéressant. Et les services, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Vous pouvez utiliser des services pour traiter la requête qui vient de formulaire de l'utilisateur. Au lieu de devoir faire le contrôleur, faire l'upload de la vidéo, l'envoi, etc.,
vous le faites passer par un service, par exemple. Oui. Donc dans ces cas-là, par exemple, si au contraire tu veux donner d'un formulaire dans un service, on a un formulaire, enfin un service qui traite tous les formulaires. On en a pas 40, mais Pas forcément. Tu vas avoir un service qui va traiter un type de formulaire en particulier. si c'est les mêmes types de formulaires, on n'aura qu'un seul. Si c'est les mêmes types, ouais, bien sûr, tout à fait. Ok, ça fait 1h00, je vous remercie. Et à plus tard. Merci.